Acte 4, Partie 4, Section 1. De l'autre. Nous voilà au terme de la réflexion. Depuis le début, nous avons dit beaucoup de choses et, en vérité, nous pourrions tout à fait en rester là. Il est vrai que le soleil et la liberté des grands espaces font plaisir, mais il faudra bien, un jour, redescendre dans la grotte et retourner vers ceux qui nous en ont chassés, dans l'espoir que, peut-être, nous pourrons profiter d'un peu de soleil avec eux. Bien que la question de l'autre cause beaucoup de peine, nulle solution ne se trouve dans le ressentiment. Communément, la souffrance qu'implique le contact avec autrui pousse chacun à s'éloigner de tous et, se plaisant à se penser différents, ils finissent tous par se définir comme n'étant pas comme les autres, ces autres qui visiblement leur font tant horreur. Notre société a atteint un tel degré dans l'égoïsme que c'en est devenu un euphémisme de la dire individualiste. L'autre semble avoir moins de réalité dans l'esprit du sujet. C'est pourquoi notre société s'est enfoncée dans une sorte de solipsisme social où l'existence d'autrui est relayée comme cause occasionnelle de l'effet de soi, qui n'existe plus que par soi. Cela veut dire que, pour autrui, l'existence de l'autre est devenue secondaire à celui qui le pense. C'est comme si autrui n'avait plus d'existence propre, mais qu'il n'existait plus que par le sujet qui le pense. Vivre bien, ce n'est pas vivre seul, car vivre bien, c'est vivre heureux avec l'autre. C'est pourquoi il vient forcément un temps où l'on doit se demander comment bien vivre avec autrui. Il faut vivre parmi les autres et avec eux. On ne vit pas avec les autres en étant pour ainsi dire enfermé en soi-même. Il nous faut donc trouver un moyen d'accéder à autrui. Cette tâche est loin d'être aisée, car si nous y étions parvenus, nous n'aurions pas besoin d'en faire la quête. Nous devons avouer aux spectateurs que nous ne sommes pas de ceux qui ont toujours eu autrui dans le sang et qui, tout naturellement, parviennent à nouer des liens avec lui. Notre raison nous enseigne que nous sommes des êtres rationnels, mais nos cœurs nous disent que, avant tout, nous sommes des êtres émotionnels. Aucune raison ne peut pourvoir à ce manque qu'autrui est le seul à combler. Et toute pensée du monde et de la vérité ne peut être qu'une pensée d'autrui, une pensée d'un élan vers lui, car la pensée de la vérité, c'est un effort vers la vie. Proposition 1. Autrui existe. Aussitôt que l'on pose le soi, on pose également nécessairement autrui. Ainsi, le concept de soi implique celui d'autrui, et l'existence de soi implique toujours celle d'autrui. Aucun ne peut exister sans l'autre. D'un point de vue théorique, l'identité précède autrui, car il faut bien être soi pour pouvoir penser à l'autre. Mais cela n'est vrai que d'un point de vue théorique, car, en réalité, il y a une telle nécessité de la simultanéité de soi et d'autrui que, sans l'un, on ne peut avoir l'autre. 2. L'identité est exclusive. En tant que la condition de l'affirmation de soi est la discrimination, il s'ensuit que l'identité est toujours exclusive. L'affirmer revient à exclure tout ce qui est autre. Dit autrement, du fait même de son affirmation, le « soi » exclut nécessairement de lui tout ce qui est autre. C'est là une conséquence nécessaire de ce qu'il est, car s'il est ceci, c'est qu'il n'est pas cela. C'est donc ainsi que nous définirons autrui. Autrui est à entendre ici au sens très large. Autrui est tout ce qui n'est pas soi. C'est donc également pourquoi nous disons que l'idée de soi implique forcément l'idée d'un autre, car affirmer ce qui est soi, c'est exclure ce qui est autre. En un mot, l'affirmation de soi implique nécessairement l'exclusion d'autrui, et toute expression de soi est toujours une certaine forme de rejet de l'autre. 3. L'expression de soi est conflictuelle. En tant que l'identité est exclusive et que l'ego possède une volonté de vivre, un ego ne parvient à continuer de vivre que par la subsistance qu'il trouve dans d'autres formes de vie. Ainsi, chaque forme de vie possède des besoins nécessaires à sa survie qu'elle satisfait en les puisant dans d'autres formes de vie. Par conséquent, l'expression de l'ego est nécessairement conflictuelle. Ce qui veut dire que l'existence d'un ego implique nécessairement le conflit avec d'autres dont il tire la subsistance afin de continuer à vivre. Le « soi » n'a de bien que le laisse d'autrui. Ce qui est bon pour un ego est souvent nocif pour un autre, et l'existence de l'un implique la négation de l'autre. Non pas directement, mais dans le fait qu'un ego ne pourra continuer d'exister qu'en puisant sa subsistance dans la consommation de l'ego d'un autre. Autrement dit, une forme de vie, dans son développement, s'oppose forcément à une autre. D'une certaine manière, nous pouvons dire que l'ego est contradictoire avec lui-même, car le développement de l'un ne se fait que par l'amoindrissement de l'autre. Plus précisément, comme les individus partagent les mêmes conditions naturelles, ils ont fondamentalement les mêmes besoins. Mais comme ces besoins se rapportent à leurs intérêts propres, leur satisfaction n'est bonne que pour l'individu singulier, et non pour tous les autres. C'est pourquoi les individus s'opposent les uns les autres. Chacun est nécessairement en conflit avec les autres pour satisfaire ses besoins. En clair, la satisfaction d'un besoin est toujours propre à un individu. Et comme deux individus aspirent au même bien dont ils ne peuvent jouir tous deux, ils deviennent ennemis.
Les individus sont donc continuellement pris dans un conflit d'intérêts où chacun ne peut avoir de bien que le mal d'autrui. Si ce conflit peut être plus ou moins pacifié au travers de la collectivité, celle-ci ne saurait ôter cette tension qui persiste entre chaque individu. Dans le confort de la société civile, cette vérité est aisément oubliée car, les biens se trouvant en une telle quantité, en obtenir n'est finalement rien enlevé à l'autre. Mais plus les biens deviennent rares, plus on prend conscience de cette vérité. Bien sûr, ce mal n'est pas celui que l'on entend communément. Ce mal n'est pas semblable à un mal direct où le sujet a l'intention de faire du mal, comme par exemple dans le vol, les coups, les insultes ou le meurtre. Ce mal est comme indirect. Il est produit du sujet comme un effet collatéral de sa propre survie. Ainsi, si je dispose de ceci, sans aller jusqu'à dire que je l'ai volé, il n'en demeure pas moins que, du fait que je l'ai, un autre ne l'a pas. Il y a peu à franchir pour passer de cette idée à une autre. C'est donc une question qu'il est bon de se poser tous les jours. Qu'ai-je fait de cette vie que j'ai prise pour la mienne ? En quoi mon effort vaut-il mieux que celui que j'ai interrompu pour le maintenir ? Remarque, le sujet n'est jamais innocent. Pourtant, malgré la nécessité de son mal, il ne peut sentir en lui que cette profonde innocence. Et si la nécessité de son existence implique un rapt qu'il est contraint d'affliger, il ne saurait se résoudre à considérer ce rapt comme un mal, car si la simple nécessité de son existence est un mal, alors son existence même est un vice qu'il ne peut plus purger que par la mort. Nous avons souvenir d'un tableau nommé Innocence, et qui nous a beaucoup marqué. Ce tableau représentait une scène dans la toundra glacée où le cadavre d'un daim gisait dans la neige. À l'arrière, se trouvait une louve et ses louveteaux. À l'avant, se trouvait une humaine et son enfant sur le dos. La femme, armée d'un arc, se tenait face à la louve et toutes deux semblaient se regarder avec méfiance, sans haine ni animosité, presque avec surprise, mais avec la certitude que, étant prises tous deux dans une lutte dont aucune n'est responsable, ayant toutes deux le besoin vital de cette pitance, mais ne pouvant en profiter toutes deux, il faudra nécessairement l'obtenir par la force contre l'autre. Tout le vivant est dans cette image. 4. Un individu est toujours l'expression d'une nature commune. En tant qu'il n'y a rien dans le monde qui lui soit étranger, et que rien dans le monde n'est radicalement différent, les individus ne sont pas des monades radicalement indépendantes les unes des autres. Mais il se trouve toujours chez deux individus quelque chose de commun qui permet de les rapporter à un même ensemble. Autrement dit, il n'existe pas que des individus. Si tel était le cas, il existerait autant d'essence que d'individus, et d'autant plus d'essence qu'il y a d'individus dans un individu. De plus, si l'on peut comparer deux individus, c'est qu'il existe quelque chose de commun qui permet cette comparaison. Il n'est pas évident de comprendre en quoi la comparaison ne peut se faire que sur la différence. Que le spectateur conçoive la chose ainsi. Si un individu est comparé à un autre, s'ils n'ont entre eux rien de commun, cette comparaison n'a aucun sens. On ne compare deux hommes que précisément car, malgré leurs différences propres, ils participent tous deux de la nature de l'homme. Autrement dit, pour que ces ressemblances soient possibles, il faut un élément commun aux choses comparées. En clair, la condition de la signification de la différence, c'est la ressemblance. Les individus ne se distinguent en partie que parce qu'ils se ressemblent en d'autres parties. En outre, s'il n'y avait rien de commun entre les objets, les universaux n'auraient strictement aucun sens. Ils ne seraient que des chimères. On aurait toute raison de nous dire alors « Pourquoi me parlez-vous de ces deux individus sous le même nom d'hommes comme s'ils étaient la même chose ? Je ne vois, moi, que deux individus dont l'un n'a rien à voir avec l'autre. » Cette ressemblance n'est pas un hasard. Il s'agit de l'expression d'une même essence dont chaque individu est une modalité. Cette nature commune n'est pas la simple addition des particularités, elle est une nature commune qui exprime son inertie conformément à sa logique et son schéma. Ainsi, formuler le concept d'un universel, ce n'est pas produire une chimère, c'est prendre connaissance de quelque chose qui existe à titre d'objet. En conséquence, c'est l'essence du monde qui est la nature commune à tous les individus et qui permet de donner toute sa réalité au « nous » afin de dire que l'autre est également soi. 5. Un individu n'est jamais indépendant d'une collectivité. En tant que le monde est un cosmos, tout ce qui existe se trouve compris dans un même réseau d'interconnexion. Ce qui revient à dire que les objets n'existent pas indépendamment de tous les autres, mais se trouvent tous engagés dans un réseau d'objets. Ainsi, le sujet n'est jamais pur dans sa naissance, il vient toujours au monde par des déterminations et des caractéristiques qui lui sont antérieures et dont pourtant il hérite. Autrement dit, en tant que le sujet est toujours déjà engagé dans un état de choses et que l'identité ne peut se développer sans autrui, nous disons maintenant que le sujet est toujours également engagé dans un réseau de détermination propre à la collectivité dont il est le produit et qui le supporte. De cela, il s'ensuit que deux individus de conditions différentes ne sont pas interchangeables. Ils portent deux expressions singulières différentes. Autrement dit, un individu n'est pas une monade, un chiffre ou une sorte d'avatar libre de toute détermination, mais un être affectif,
produit de conditions matérielles, qui porte en lui des filiations, des allégeances, des histoires personnelles et collectives. Il possède des rites, des coutumes, des modes de vie, des usages propres, des idées singulières, une vision du monde particulière, un esthétisme qui lui est propre et une éthique de vie différente. En dehors de cela, l'individu est un néant. Ce n'est qu'un avatar aliéné de toute caractéristique dans un monde indifférencié, privé de toute détermination. En un mot, non seulement le sujet n'est pas une page vierge, mais il ne vient pas non plus de nulle part. Il est toujours l'expression d'une collectivité dont il continue de perpétuer l'expression dans tout ce qu'il fait. 6. La différence entre individus permet de les caractériser. En tant que les qualités sont les moyens d'identification d'un sujet, un objet ne s'identifie que parce qu'il se différencie. C'est donc la différence entre deux individus qui fait prendre conscience à ceux-ci de leurs caractéristiques propres. Par exemple, si quelqu'un est grand, c'est qu'il est plus grand qu'un tel ou un tel. De même s'il est petit, beau, ou toute autre qualité que l'on pourra trouver. C'est l'expérience de l'altérité d'autrui qui permet de prendre conscience de l'identité de soi. C'est parce qu'un sujet se confronte à ce qui est autre qu'il comprend ce qui est lui. Ainsi, c'est toujours relativement à autrui qu'un individu est caractérisé. Sans l'autre, personne ne peut être quoi que ce soit. C'est pourquoi autrui est le miroir de soi. Non pas en tant qu'il serait un miroir qui lui renverrait exactement ce qu'il est, mais en tant qu'un sujet ne peut se voir que par la différence qu'il voit entre lui et les autres. En un mot, autrui est le miroir de soi. C'est dans le reflet de ses yeux qu'un sujet peut se voir. 7. La condition de l'affirmation de soi est la discrimination. En tant que l'idée rend lisible le réel par discrimination ontologique, que cette discrimination permet de distinguer les objets les uns des autres, et que les qualités sont les moyens d'identification d'un sujet, ces qualités sont ce qui caractérise un individu qui, dès lors, permet de le discriminer de tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire de ce qui est autre. En un mot, comme nous l'avons dit, identifier, c'est discriminer, c'est distinguer ce qui est différent du reste. L'un des fondements de la collectivité est donc l'indistinction. Ce que d'autres appellent péjorativement la discrimination n'est rien sinon la distinction des individus sur certaines caractéristiques qui, dès lors, sont les moyens d'identification de ces individus. Sans cela, tout est tout le monde et rien n'est personne. C'est pourquoi nous avons dit que l'ego, le soi, permet de dire que, au-delà des propriétés de ceux-ci, se trouve quelque chose d'autre. À partir de là, les objets peuvent prendre ce que nous avons nommé une identité. On ne connaît un sujet que par ses qualités. C'est pourquoi des qualités différentes permettent de distinguer des individus entre eux. Il n'y a pas d'individus parfaitement égaux en termes de qualité, cela n'aurait pas de sens. Le monde est inégal par nature, et c'est de cette inégalité qu'un sujet peut dire que, au-delà de ceci, se trouve cela. En clair, c'est par la rencontre de la différence des autres que le sujet prend conscience de ce qu'il est le plus. La différence d'autrui rend sensible les particularités de soi. C'est pourquoi on ne se sent jamais autant soi-même qu'en face d'autrui. 8. L'identité n'a de sens que par l'existence d'autrui. En tant que la condition de l'affirmation de soi est la discrimination et que la différence entre individus permet de les caractériser, nous avons dit que l'on n'identifie que parce que l'on différencie. Ainsi, un monde où tout le monde serait identique rendrait la notion même d'identité vide de sens. Elle n'aurait linguistiquement aucun sens. D'une certaine manière, nous pourrions dire qu'autrui est la condition de signification de l'identité. Si l'autre n'existe pas, dire que l'on est soi n'a pas de sens. Quand l'on dit qu'un objet est d'une certaine façon, nous disons toujours qu'il l'est par rapport ou relativement à autre chose. Sinon, cela n'a aucun sens de dire d'un objet qu'il est d'une certaine façon. Par exemple, si l'on dit que l'on est fort, courageux, beau, grand, petit, riche, etc., nous le disons toujours relativement à autre chose qui est autrement. Sinon, cela n'a aucun sens de dire cela de soi, comme si on l'était dans l'absolu. Si certains peuvent en effet soutenir que cela a un sens de dire que l'on est grand en soi ou que l'on est riche dans l'absolu, c'est là un usage très étrange du langage qui doit immédiatement inspirer le doute. En somme, toutes ces idées peuvent éventuellement avoir une extension universelle, mais ne peuvent émerger que par le rapport à autre chose. Sans cette autre chose, elles n'ont tout simplement pas de sens. Si l'on va plus loin, de même que la multitude des phénomènes chez un sujet ne peut se produire que sur un socle stable qui garantit l'unité de ce qu'il est dans toutes ses expériences, de même, l'idée d'un soi ne peut avoir de sens que s'il émerge à partir d'un socle stable dont il est l'une des expressions. Autrement dit, le nous est une condition de possibilité du je. Il ne peut y avoir de je s'il n'y a pas de nous, car s'il n'existait pas de nous, la notion de je n'aurait pas de sens.
Et c'est précisément pour cela qu'elle ne pourrait pas exister. Ainsi, c'est la collectivité qui donne sens à la notion d'identité. Car si la notion de « je » est donnée, quoique n'est pas donnée la notion de « nous », la notion de « je » n'étant fondée sur rien, s'étiole et s'effondre sur elle-même jusqu'à devenir ineffective. La notion de « je » ne peut exister que parce qu'elle est portée par la notion de « nous », ce qui revient à dire que l'individu n'existe que s'il est supporté par la collectivité. Dit encore autrement, avant que le sujet se pose comme individu, il se pose d'abord comme collectivité, car la notion d'individu ne peut se soutenir que par l'existence d'une collectivité. Jamais la notion d'identité ne peut émerger sans une collectivité pour l'étayer. Plus précisément, l'identité est toujours seconde au collectif, car l'individu ne pourrait se penser comme tel si le collectif ne lui en avait pas donné les moyens théoriques et pratiques. Le soi, qui chercherait à se reposer sur lui-même indépendamment des autres, tomberait dans un immense contresens puisque le soi ne prend conscience de lui-même que par autrui. C'est pourquoi l'individualisme est toujours comme un adolescent ingrat qui renierait l'héritage dont pourtant il profite. En un mot, aucune identité ne peut se maintenir si elle n'est soutenue et étayée par autrui. Remarque. Cette dernière proposition pourra peut-être étonner le spectateur. Il paraît étonnant de dire que l'individu n'existe que par autrui. La raison de cet étonnement est que, dans nos sociétés modernes, l'individu est considéré en tant qu'individu isolé. Il est un individu singulier qui est libre de se rattacher à telle ou telle communauté. Si l'on nous pardonne ce jeu de mots, l'idée d'identité ne va pas de soi. Si l'individu existe en tant qu'être singulier, il n'a pas forcément conscience de lui en tant qu'individu. Il pourra se penser comme un groupe, comme l'un des membres d'un même corps. Et si ce corps n'est pas là pour l'aider dans le développement de la conscience de soi et de son identité, jamais l'individu ne pourra s'affirmer en tant qu'individu singulier, indépendamment de sa collectivité. 9. Autrui est la condition de l'existence de soi. En tant que le sujet est imparfait, il ne peut pas tout faire de lui-même. Il n'est pas le pur produit de lui-même et ne peut naître et survivre seul. C'est pourquoi son existence et sa survie sont nécessairement le produit d'autre chose que lui-même. Autrement dit, aucune partie du monde n'est autosuffisante. Chacune tire nécessairement sa subsistance du rapport à autre chose. Ainsi, le sujet ne se suffit pas à lui-même, c'est pourquoi il est contraint de recourir à l'assistance d'autrui pour pallier à l'impuissance de son corps. Dit autrement, le sujet étant naturellement imparfait, il n'a pas en lui-même les moyens de son autarcie. Et comme un sujet n'a pas les moyens de vivre par lui-même, il est contraint de vivre avec autrui. Dit encore autrement, le sujet étant incomplet, il a besoin de l'autre pour pallier à l'insuffisance de son être. Cette incomplétude est constitutive de sa nature, car il est un être fini. Par conséquent, la nature même inscrit dans le sujet le désir d'être avec autrui, car le sujet comprend bien que, bien loin d'être lésé, son intérêt est d'être avec autrui. C'est pourquoi autrui est complémentaire de l'existence de soi. Ainsi, le sujet ne peut rien faire de lui-même. Son existence s'inscrit nécessairement dans une communauté avec laquelle il entretient une relation de dépendance, à quelque degré que ce soit. En outre, s'il est vrai que l'individu existe avant la communauté, seule la communauté peut lui permettre de lui faire prendre conscience de son individualité et de lui donner les moyens de développer son identité. Aussi, la liberté, la puissance et la connaissance, tout cela n'est donné que par le soutien et l'étayage d'autrui. En dehors de son rapport à lui, il n'y a ni puissance, ni liberté. Il suit de cela que, à une faiblesse individuelle, répond le collectif. Ce qui ne peut être fait seul peut être fait à plusieurs. L'effort du collectif soutient l'imperfection du singulier. Il s'ensuit également que, si la collectivité s'écroule, l'individu qu'elle supporte s'écroule également. Il s'ensuit également que l'individualisme ne peut exister que relativement. Cela veut dire que l'individu ne peut s'affirmer de manière absolue, radicalement opposée à toute collectivité. L'individu n'existe toujours que comme sous-catégorie du collectif. Il s'ensuit enfin que nul n'est moins libre que le sujet isolé. On décrit volontiers l'individu parfaitement libre comme autonome et solitaire. Or, il est clair maintenant que nul n'est moins libre que l'homme solitaire. Jamais le sujet ne sera parfaitement autonome. C'est pourquoi il est indéfectiblement lié à autrui. La vie bonne comprend le bon rapport à autrui, car l'expérience enseigne que les vices ne proviennent pas tant de l'autre en tant que tel que de la nature des rapports que l'on entretient avec lui. Ainsi, il n'existe pas d'individu absolument affranchi d'autrui, et de même que la liberté est la somme des mouvements possibles d'un sujet, de même, ce que nous nommons la pensée libre ne peut se faire qu'à partir de ce qu'autrui nous a donné. En conséquence, s'il n'était étayé par autrui, jamais le sujet ne pourrait arriver à maturité. Un sujet ne peut trouver sa survie et son épanouissement que si son existence est étayée par autrui. C'est en effet la collectivité qui fait du sujet un être de raison et d'éthique. Sans cet effort de civilisation, jamais le sujet ne pourra prendre conscience de sa dignité et cultiver la vertu.
C'est pourquoi tout sujet a une dette envers la société. Même ceux qui la critiquent le plus en sont les mieux gâtés. De plus, à l'état sauvage, il n'y a pas de personne, il y a uniquement le chasseur et sa proie. C'est la collectivité qui permet, de par ce qu'elle apporte à ceux qui la composent et par les efforts mis en commun, les possibilités au sujet de se réaliser en tant que personne. En un mot, on est toujours par quelque chose d'autre. On ne peut être par soi-même. Autrui est le seul qui peut donner à soi la force de vivre. Citation. Nous avons besoin des autres pour nous donner la force de devenir nous-mêmes. Boris Cyrulnik, le laboureur et le mangeur de vent. En outre, bien que le rapport à autrui soit toujours un rapport de force et que l'intérêt de l'un nuise à l'intérêt de l'autre, autrui n'est pas seulement une contrainte. C'est également une condition de perfectionnement et de l'accès à la vérité. Seul, un homme ne pourra ni se parfaire, ni accéder à aucune vérité. L'individu est tant dépendant d'autrui que son intégrité physique ne résiste pas à la dissolution de sa personne sociale. De même, les animaux élevés en isolement sont rarement mentalement stables. En clair, autrui est la condition de soi en deux sens. D'abord en termes pratiques, car un sujet ne saurait exister ni survivre sans autrui. Ensuite, en termes éthiques, car autrui permet au sujet d'avoir les éléments nécessaires au développement de sa raison, de son éthique, et jusqu'à son identité. Ainsi, un individu isolé serait à la fois et privé des moyens de sa subsistance et éthiquement aliéné. Citation. Nous ne pouvons jamais faire en sorte que nous n'ayons besoin de rien d'extérieur à nous pour conserver notre être, et que nous vivions sans aucune relation avec les choses qui nous sont extérieures. Si, de plus, nous examinons notre esprit, il est clair que notre entendement serait plus imparfait si l'esprit était seul et s'il n'avait rien d'autre à comprendre que lui-même. Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. Spinoza, Éthique, Scoli de la proposition 18 de la partie 4. 10. Autrui est constitutif de l'identité de soi. En tant qu'autrui est la condition de l'existence de soi, cette proposition est assez claire. Cependant, cela va plus loin encore, car en tant qu'autrui est la condition de l'existence de soi, qu'un objet est nécessairement affecté et que l'affection d'un objet en détermine l'existence, il est clair qu'un sujet est toujours affecté par autrui et que cette affection est constitutive de ce qu'il est. En clair, le rapport à autrui est constitutif de l'identité d'un sujet. Autrement dit, l'affection d'autrui sur un sujet vient créer autour de ce dernier ce que d'autres ont appelé une niche sensorielle, qui, dès lors, tutorise le développement de ce sujet. Il est à noter que cette altérité n'est pas quelque chose de mauvais pour l'individu, mais permet de l'accompagner et de l'épanouir dans le développement de ce qu'il est. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il n'est rien de pire pour un enfant que l'isolement sensoriel. Si donc on cherchait à protéger l'enfant en l'éloignant de tout ce qui est autre pour ne conserver que ce qu'il est en propre, on créerait un enfant mentalement instable et psychiatriquement dérangé. En un mot, il n'y a pas d'individu pur. Être soi, c'est nécessairement être altéré par l'affection d'autrui et porter, dans son identité même, l'empreinte de cette affection. En clair, ce que nous sommes est à ce degré déterminé par autrui qu'à la question « Qui suis-je ?», sommes-nous bien souvent tentés d'en demander la réponse à autrui. Le sujet n'est pas dépositaire de son identité comme le serait un souverain absolu de son pouvoir. C'est parfois aux autres qu'il appartient de nous rappeler qui nous sommes. De plus, en tant que l'homme possède une capacité mimétique et qu'il trouve son existence éthique dans ce qui est autre, il suit de cela qu'autrui ne détermine pas seulement le sujet en raison de son affection sur lui, mais également par le modèle qu'il présente au sujet et que celui-ci va reproduire naturellement. Autrement dit, au naturel s'ajoutent des conditions subjectives que nous avons nommées habitus. Et comme cet habitus détermine le sujet qui s'y trouve, le sujet adopte toujours l'éthique, l'esthétique, la façon de penser, les représentations générales, en un mot, les manières d'être propres à cet habitus. Comme il y vit, il en reproduit tout naturellement les manières d'être. C'est pourquoi cet habitus est constitutif de l'identité d'un sujet, non seulement car il donne les moyens au sujet de se réaliser en tant que personne, mais en plus car ce sujet reproduit les manières d'être dont il fait l'affection. Nous avons le souvenir d'un enfant qui a grandi sans attention de ses parents divorcés et qui, n'ayant aucun ami, n'avait comme seul contact que son petit chien. C'est avec lui qu'il s'amusait, qu'il jouait, qu'il communiquait. C'est pourquoi ses manières d'être furent déterminées par ce rapport à ce qui était finalement pour lui son seul référent. On pouvait voir alors des comportements très animaux chez cet enfant. Quand il communiquait, quand il s'exprimait, quand il bougeait, quand il s'amusait, quand il jouait, il le faisait avec des ressemblances aux manières d'être de son chien. De même, nous avons vu que, si un enfant a été habitué à un traitement maladroit, violent et négligent, il pourra développer ce qui se nomme un trouble de la reconnaissance faciale. Ainsi, il sera incapable d'identifier les émotions des expressions, ni des siennes, ni des autres. L'homme ne fait rien de lui-même. Il ne fait que reproduire ce qu'il a vu.
Son action propre, ses manières d'être, sa pensée, sa façon de parler, son esthétique ne sont au fond qu'une articulation et un assemblage d'éléments qu'il est allé chercher chez les autres. Ce n'est qu'ainsi qu'il développe une identité propre. C'est pourquoi quand le sujet est amputé d'autrui, il est également amputé d'une partie de lui-même. Ainsi, la mimésis est cette capacité chez un sujet de reproduire ce dont il fait l'expérience. C'est par cette mimésis que le sujet exprime ce qu'il est à partir de ce qui est autre. Par conséquent, le sujet porte toujours en lui ce qui est autre, et c'est au travers de cet autre qu'il exprime ce qu'il est. En clair, on ne devient soi qu'en imitant les autres. Avant que d'être soi, un sujet est avant tout un autre. C'est en étant d'abord quelqu'un d'autre qu'un sujet va apprendre à être lui-même. En outre, il n'y a jamais deux fois la même personne au sens strict, mais c'est en s'inspirant des autres que l'on trouve la force et les moyens de se réaliser soi-même. Par exemple, c'est parce qu'Alexandre s'inspira d'Achille qu'il devint Alexandre. De même, c'est parce que César s'inspira d'Alexandre qu'il devint César. C'est parce que Napoléon s'inspira de César qu'il devint Napoléon. C'est parce que Hugo s'inspira de Chateaubriand qu'il devint Hugo. Tous les autres sont des individus particuliers qui ne peuvent être reproduits exactement à l'identique, mais c'est en s'inspirant de leur modèle que l'on trouve les moyens de devenir soi-même. En clair, c'est une idée que l'on trouve bien dans cette expression. Par l'action, un homme devient un héros. Par la mort, un héros devient une légende. Au fil du temps, une légende devient un mythe. Et en apprenant du mythe, un homme passe à l'action. 11. C'est le rapport à autrui qui produit les valeurs propres à l'éthique. Les valeurs naissent de deux choses. D'abord de l'extension de l'intérêt égoïste, ensuite des rapports des individus entre eux. Si le spectateur en doute, qu'il analyse successivement les valeurs de mérite, de courage, de lâcheté, de honte, de gloire, de justice, d'égalité, et toutes les autres du même type, il trouvera toujours l'intérêt du sujet dans son rapport à l'autre, c'est-à-dire toujours la façon dont l'autre le regarde. De telles valeurs n'ont aucun sens dans un monde où il n'existe que soi. Cela est linguistiquement absurde de dire « je m'en vais devenir ermite dans les montagnes pour cultiver l'équité en soi ». C'est pourquoi la condition de signification de ces valeurs est autrui. Si autrui n'existe pas, ces valeurs n'ont aucun sens. Bien que cet argument soit faible, de manière très imagée, nous disons qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens à chercher les valeurs là où il n'y a personne. 12. Le sujet exprime sa vie au travers de catégories. En tant qu'un objet est ce qui est le produit d'une discrimination ontologique d'un sujet, que le sujet identifie le sensible à des catégories afin de le rendre intelligible, ces catégories sont ce par quoi un sujet exprime ce qui existe. En outre, comme la condition de l'affirmation de soi est la discrimination, les qualités sont les moyens d'identification d'un sujet, et que le sujet possède des qualités qui permettent de l'identifier à la différence des autres, cette différence entre les individus va permettre de les ranger au travers de catégories pour les comprendre en tant qu'objets. Sans cela, le sujet demeure incapable de distinguer l'un de l'autre et de dire que, au-delà de ceci, se tient cela. Plus fondamentalement encore, le sujet va exprimer ce qu'il est et ce qu'il fait au travers de catégories qui seront pour lui comme l'indicateur et le révélateur de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Dit autrement, le sujet n'est pas absolument libre de son attitude. Et comme c'est le rapport à autrui qui produit les valeurs propres à l'éthique et que le sujet produit des conditions d'existence subjectives, il s'ensuit que le rapport à l'autre, la distinction des individus et les mœurs propres de son habitus fait dessiner au sujet des catégories au travers desquelles il navigue pour exprimer ce qu'il est et ce qu'il fait. En somme, quand un sujet exprime ce qu'il est, il le fait toujours en faisant référence à des catégories qui trouvent leur sens dans le rapport à autrui. Par exemple, pour se présenter, il dira « je suis grand », « je suis pauvre », « je suis intelligent », mais également « j'ai tel ou tel travail »,« je fais telle ou telle activité »,« j'ai telle femme, tel enfant, telle mère », etc. Autrement dit, ce sont ces catégories qui permettent au sujet d'exprimer ce qu'il est. Il se définira et exprimera ce qu'il est et ce qu'il fait, toujours relativement aux catégories en vigueur dans sa communauté. Et si la complexité de ce qu'il est dépasse toujours les catégories trop simples par lesquelles il doit passer, indépendamment d'elles, le sujet n'est personne. Il est inqualifiable, il sera tout et rien. 13. L'altérité d'autrui permet au sujet de dépasser la mesure de soi. En tant que la sensibilité d'un sujet n'est pas la mesure adéquate de l'être, c'est la résistance au réel qui contraint le sujet à dépasser la mesure de son corps pour s'élever à une mesure plus objective. Ainsi, c'est également l'expérience de l'altérité d'autrui qui pousse le sujet à dépasser la mesure subjective de son corps pour une mesure plus objective. Cette altérité produite de l'affection d'autrui est également une résistance au réel. Sans cette altérité, il n'existe que des mesures subjectives qui se confinent en elles-mêmes. Dit autrement, sans la possibilité de l'erreur,
il ne peut y avoir de vérité. Ainsi, se couper de la résistance du réel, et donc de l'altérité d'autrui, c'est se confiner en soi et déporter la détermination de la vérité sur l'acte même de juger. Et, puisque le jugement ne se réfère à rien d'autre qu'à lui-même, il ne peut donc être inexact. En un mot, celui qui ne voit plus autrui ne voit que lui-même. En outre, comme autrui est le miroir de soi, il renvoie également nos défauts. C'est pourquoi on a tendance à reprocher à autrui les défauts qu'il nous renvoie comme si c'était lui qui en était la cause. Par conséquent, c'est également l'altérité d'autrui qui donne le désir d'être meilleur, car c'est lui qui nous fait prendre conscience de nos vices. Il n'y a donc pas de perfection indépendamment du rapport à autrui. C'est pourquoi nous disons qu'autrui est la condition du perfectionnement de soi. En somme, l'adversaire est pour le sujet comme le réel pour l'idée. C'est l'expérience de sa résistance qui permet de se dépasser pour accéder à une plus grande vertu. L'adversaire n'est donc pas fondamentalement un vice, car c'est lui qui donne au sujet le désir de se dépasser pour devenir meilleur. Dans un temps où il n'y a plus d'adversaires mais que des ennemis, où il n'y a plus d'affrontements mais que des exécutions, c'est là une idée que l'on peine à comprendre. C'est pourtant une idée qu'il faut admettre et sur laquelle on ne peut sombrer que dans le vice. On considère communément autrui comme mauvais du fait que, de son expression, notre intérêt est lésé. C'est comme si autrui nous empêchait d'être heureux ou de faire ce que l'on veut, comme s'il limitait nos prétentions. C'est pourtant son altérité qui permet de dépasser la mesure de soi pour s'élever à une mesure objective, ainsi qu'à la compréhension de nos vices pour devenir plus parfait. Mais comme le sujet s'éloigne de ce qui ne va pas dans le sens de son inspiration, les individus se rejoignent par affinité commune, rejetant tout ce qui est autre. Il se crée alors un monde où tous sont enfermés dans leur propre représentation, sans jamais se confronter à l'altérité de ce qui est différent, et où la moindre altérité est considérée comme un vice qu'il faut purger immédiatement. Il se crée alors un groupe uniforme où chacun ne renvoie plus les défauts de l'autre et où tous entretiennent l'idée de l'autre pour entretenir la sienne propre. Il n'y a plus de vérité ni de vertu, il n'y a plus que des dogmes et des sectes. 14. Il y a, dans l'autre, quelque chose de soi. En tant qu'une modalité exprime toujours quelque chose de l'essence dont elle est l'expression, que rien n'est radicalement différent, qu'il y a toujours quelque chose de général dans l'individuel, et qu'un individu est toujours l'expression d'une nature commune, chaque sujet témoigne de quelque chose de commun de l'essence dont il est l'expression. Ainsi, il y a, dans l'autre, quelque chose de soi, et inversement. De plus, en tant que, au travers des conditions subjectives, il existe une même condition, un affect n'est pas exclusive à une condition subjective. Ce sont donc ces conditions communes qui permettent à deux individus de partager des expériences sensiblement identiques. Ainsi, ce sont ces conditions communes qui permettent à un sujet d'accéder à un autre, sans quoi il serait contraint de rester radicalement différents l'un de l'autre. Cela revient à dire qu'il y a, dans l'autre, quelque chose de soi, et inversement. C'est ce quelque chose de l'autre en soi qui est le point fondamental qui permet de faire le pont de l'un à l'autre, et qui donne toute sa signification à la compassion. En effet, sans ce quelque chose de commun, la compassion ne pourrait qu'être feinte. Par conséquent, si deux objets ont la même condition, non seulement l'un n'est pas radicalement différent de l'autre, mais il se trouve quelque chose de l'un dans l'autre. Ainsi, il peut être connu quelque chose de l'un à partir de l'autre, et de l'autre à partir de l'un. De cela il suit que le sujet possède nécessairement des conditions communes à autrui, à partir desquelles il est possible de le connaître. Fin de la section 1.